Alexandre Cormier-Denis, bonjour. Bienvenue en France. Merci de m'accueillir dans votre beau pays. Vous êtes fait connaître notamment en 2023 par une consultation du Parlement québécois, à l'occasion de laquelle vous avez déposé un mémoire sur le peuple québécois, la défense de son identité et l'immigration. Et vous avez été des invités. Vous pouvez revenir sur ces événements-là? Oui, en fait, c'était une consultation populaire sur la planification de l'immigration, qui était ouverte à tout le public. Et moi, évidemment, comme patriote québécois, j'ai tout simplement envoyé un mémoire comme citoyen. J'ai d'abord été invité finalement à paraître devant le comité finalement parlementaire québécois. Et suite à une campagne de presse gauchiste, cosmopolite, j'ai été désinvité, ce qui est un peu sans précédent dans l'histoire du parlementarisme québécois. Enfin, on n'a pas retrouvé d'autres exemples de ça. Donc, campagne de presse, ce qui est particulier parce que mon mémoire est toujours sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. J'engage les personnes qui sont intéressées à le consulter. Il est très bien fait. Il revient sur l'historique de la formation du peuple québécois et les dangers qui le menacent. Voilà. Oui, tout à fait, exactement. Très, très bien. Et même, je dirais que les gens qui étaient en désaccord avec le mémoire ont souligné quand même sa qualité. Donc, j'ai été désinvité, mais au fond, vous savez, c'est un peu l'effet Stragland. On veut ne pas parler de quelque chose, finalement, on en fait un scandale, et probablement que mon mémoire a été celui qui a été le plus lu, finalement, de tous. Donc, oui, c'est... Mais je pense que les idées ont quand même avancé. C'est-à-dire que depuis, j'ai renvoyé un autre mémoire sur la question du nationalisme et de l'identité, une défense un peu ethno-nationaliste des Canadiens français, une vision enracinée finalement dans l'histoire et finalement dans ce qui forme le substrat de la nation, c'est-à-dire le peuple historique qui forme le Québec. Et là, il n'y a pas eu de scandale. Donc, vous voyez, peut-être qu'avec le temps, à force d'insister, les esprits se dérident. Dans les écrits nationalistes pour lesquels vous êtes ici en France, vous abordez notamment la question de votre passage à vous-même d'un patriotisme ou d'un nationalisme québécois, disons, un peu tiers-mondiste, avec quelque chose qu'on a un peu connu dans les années 70-80 en Europe aussi, avec le nationalisme irlandais, il y avait cette tendance-là. Ouais. Et à une autre forme de nationalisme. Vous pouvez essayer d'objectiver et de qualifier un peu cette transition, ce changement? Oui, cette dextrisation, la droitisation un peu du nationalisme. Il faut dire que historiquement, il y a toujours eu des liens, par exemple, avec le nationalisme canadien-français historique et l'Action française. L'Action française de Maurras a eu un assez grand impact au Québec dans les années 20. Et puis, à partir des années 60, là, je ne veux pas faire l'histoire intellectuelle du Québec, mais il y a eu ce qu'on appelait la Révolution tranquille, qui a été une révolution anthropologique. Il y a eu une sécularisation de la société québécoise, sortie de l'Église, mise en place d'un État-providence québécois, et aussi, comment je dirais, une renaissance d'un néo-nationalisme très ancré à gauche, qui voyait finalement les Québécois comme un peuple classe. C'est-à-dire opprimé par la bourgeoisie anglo-protestante. Donc en fait, il y avait une oppression nationale et il y avait une oppression de classe. Et donc c'est pour ça que le logiciel marxiste, on va dire, s'est rapidement infiltré. Mais est-ce que cette vision était fausse? C'était pas entièrement faux pour les conditions de l'époque. Il y avait une réalité économique derrière ça. Seulement, la vision que donnait cette grille d'analyse de la société québécoise était un peu fausse. Et ça expliquait pourquoi les groupes à tendance marxiste comme le Front de libération du Québec, très très proche du FLN, très proche des Black Panthers, n'ont pas réussi finalement à reproduire ce qu'ils voyaient comme un modèle, par exemple la révolution cubaine. Parce qu'en fait, les Québécois, ils ne rêvaient pas de communisme. Ils n'ont même pas eu l'indépendance non plus. Ils n'ont pas eu ni le marxisme, ni le communisme, ni l'indépendance. Ouais. Parce qu'au final, on est une société quand même occidentale, qui a des aspirations, je dirais, de tout peuple normal. Et la comparaison avec les autres peuples, je dirais, du tiers-monde dominé par des puissances coloniales européennes, ça a ses limites quand même. On est un peuple occidental. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que, il faut le dire, oui, on a été conquis par les Britanniques, avec la guerre de 7 ans, Louis XV qui, selon notre historiographie, abandonne, entre guillemets, le Canada, les arpents de neige de Voltaire, etc., on connaît tout ça. Oui, mais c'est pas seulement ça, notre histoire. Notre histoire, c'est aussi l'expansion coloniale française en Amérique du Nord. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut considérer que nous sommes les pieds noirs d'Algérie qui avons réussi, mais quelques siècles auparavant. Donc, oui, on a été conquis par les Britanniques, mais on est aussi
l'expression la plus aboutie, au fond, de la colonisation française, de la première vague de colonisation française au XVIIe siècle. Donc, c'est cette double histoire qui est la nôtre. Et moi, je voulais rattacher les fils de ces deux histoires. Nous sommes une société d'origine européenne. C'est pour ça que nos institutions sont d'origine européenne, d'origine française même. Le drapeau du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est une croix blanche sur fond azur, surmontée de 4 fleurs de lys. C'est pratiquement le drapeau de la France s'il n'y avait pas eu la Révolution française, à peu de choses près. On va fêter demain les 60 ans, je crois, de l'adoption de la fleur de lys comme symbole floral du Québec. Ah ouais, ben, vous voyez exactement, fleur de lys. Le drapeau, vous savez, la fête du drapeau au Québec, 21 janvier, c'est la date de la décapitation de Louis XVI, mais pas pour le célébrer, bien sûr, pour commémorer, en fait, la décapitation. Donc, le rattachement, finalement, à la France d'Ancien Régime, qui est le cœur historique de ce qui a fondé le Québec. Donc voilà, c'est pour moi, et je pense d'ailleurs que le nationalisme québécois en est là aussi aujourd'hui, avec tous les problèmes que pose au fond l'immigration. Parce que souvent, la perception naïve des patriotes québécois, c'était de se dire, il y a des problèmes avec les Algériens en France parce qu'il y a eu la colonisation. Il y a des problèmes avec les Africains parce qu'il y a eu la colonisation. Bon, on se retrouve avec les mêmes problèmes en gros que la Belgique, que la France, que l'Angleterre, que l'Allemagne, et on n'a pas colonisé ces populations-là. Donc on se rend compte qu'en fait, le discours anticolonial de solidarité, c'est un peu plus complexe que cela, et qu'en fait on est peut-être dans quelque chose qui ressemble plus au choc des civilisations, et nous on est finalement du côté occidental. Alors justement, un des sujets que vous abordez aussi dans les écrits nationalistes, c'est des analyses de l'affrontement entre les puissances que vous appelez révisionnistes et l'Occident en recul. Alors qu'est-ce que vous appelez les puissances révisionnistes? Est-ce que c'est en référence aux puissances qui ont cherché, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, à réviser les traités ou, à réviser l'ordre international actuel et finalement la domination du système dollar, parce qu'on ne va pas se mentir, on vit actuellement au niveau géopolitique à l'ère américaine, c'est le pétrodollar. Si vous voulez acheter des matières premières, en grande partie, vous avez besoin de réserves de dollars américains. Vous êtes dans un ordre mondial qui est dominé par, on va dire, l'Occident en général, dont le fer de lance est évidemment les États-Unis. Alors là, avec Trump, il y a peut-être un changement de perspective, un partage du monde entre grandes puissances. En tout cas, jusqu'à présent, on était là-dessus. Et il y a, oui, je pense, une hostilité historique de peuples qui se sont sentis dominés. La Chine, qui a vécu le siècle de l'humiliation, qui veut sortir de ça pour sortir finalement de ce monde qu'elle considère comme trop unipolaire. Moi, la question que je pose finalement pour nos sociétés, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Parce qu'à partir du moment où on déstabilise cette hégémonie occidentale, même si nous-mêmes, on connaît des périls à l'intérieur de nos sociétés, est-ce que c'est à l'avantage de nos populations? Est-ce que c'est à l'avantage de nos économies? Est-ce que c'est à l'avantage même de notre rayonnement civilisationnel? J'en suis pas sûr du tout. Je pense qu'on est face quand même à des gens qui appartiennent au tiers-monde, qui ont une sorte d'envie de revanche. On fait face à plusieurs défis dans nos sociétés. Il y a un défi donc géopolitique, il y a un défi évidemment démographique, et il y a un défi sur la guerre culturelle. Ce sont les 3 grands défis que toutes les sociétés occidentales affrontent, je pense. Et alors, est-ce que vous pensez que le peuple québécois a des alliés au Québec, ou à côté du Québec, ou à proximité du Québec, dans des convergences d'intérêts, du moins? Oui, je pense qu'il y a des convergences d'intérêts. Évidemment, tout ça est assez complexe, parce qu'il y a de l'animosité historique. Vous savez, avec le Canada anglais, c'est compliqué, parce que souvent, les Canadiens anglais ont très peu de réactions identitaires face au changement démographique quand il s'agit d'immigrés pakistanais. Par contre, quand on parle de renforcer la loi sur le français, par exemple au Québec, là, ils sont très durs. Là, soudainement, ils deviennent très identitaires contre nous. Par contre, l'invasion chinoise, la submersion migratoire venue d'Asie, ça leur pose beaucoup moins de problèmes. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a il y a l'histoire, en fait, entre peuples et des animosités historiques. La France et l'Allemagne connaissent bien ça. On peut dire le couple franco-allemand, etc. Oui, c'est bien beau, mais en réalité, il reste des rivalités historiques. Et on ne peut pas faire fi de l'histoire. Donc, on a des alliés. Évidemment, d'un point de vue québécois, notre grand allié géostratégique, c'est la France. C'est évident. Nous, on est toujours un peu en train de négocier ce triangle entre la France, les États-Unis et le Canada anglais. Au final, on essaie de manœuvrer là-dedans pour avoir le plus d'autonomie possible. Et à terme, pourquoi pas, une souveraineté politique. Moi, je demeure un séparatiste québécois, mais je pense qu'il faut sortir du prisme référendaire dans lequel le mouvement souverainiste nous a enfermés depuis 50 ans, parce que c'est un cul-de-sac. Premièrement, le référendum sera perdu. Deuxièmement, le Canada ne le reconnaîtra pas et il a tous les moyens pour bloquer une future déclaration unilatérale d'indépendance. Donc, je suis plutôt dans une logique de construction par étapes, étapiste, de la souveraineté québécoise.
Alexandre Corbier-Denis, merci. C'est un plaisir.